Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Alors, du coup, aujourd'hui, on se retrouve donc avec Éric Chastanet, Jean-François Pinault et Florian Chaumeil pour vous présenter donc les dernières nouveautés de la dernière mise à jour de la plateforme, donc la R 2023X FD2. Donc, pas d'inquiétude pour ceux qui arrivent en retard, puisque ce webinaire est enregistré et sera diffusé, comme on le répétera plus tard, sur la page YouTube de SolidWorks France. Alors, du coup, pour rappel, si c'est le premier webinaire que vous suivez avec nous, donc on est de la team IPC France, donc on est une équipe de consultants avant-vente sur les outils SolidWorks et la plateforme. Donc moi, je suis plus sur la partie XApp et SolidWorks Connected. Et du coup, je laisse les autres se présenter, ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà. Donc moi, bonjour, c'est Eric et je travaille principalement sur la partie simulation, également sur le portefeuille SolidWorks et sur le portefeuille 3D Experience Works. Donc moi c'est Jean-François, donc désolé, je peux pas activer ma caméra, mais je vous suis quand même. Donc moi je suis de pareil avec Benjamin et Eric. Moi je suis sur la partie plutôt 3 expérience et Novia. Florian est un peu timide, mais du coup, il fait aussi partie de l'équipe. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer directement. Alors, du coup, pour rappel, donc la mise à jour FD2, elle est sortie le samedi 22 avril, donc il y a un petit peu moins de 2 semaines, un petit peu plus de 2 semaines. Et donc, du coup, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parcourir certaines des nouveautés qu'on a jugées les plus pertinentes à vous partager. Et avant de démarrer sur le catalogue de ces nouveautés, on va faire juste une petite mise à jour du portfolio 3D Experience Works. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on a des nouveaux rôles, mais pour les 4 derniers, en fait, c'est des rôles qui ont été renommés, donc des nouveaux trigrammes. Donc, en fait, vous voyez que les rôles donc, qui ont été retirés, en fait, c'est juste que le trigramme ne sera plus trouvable dans la liste et ils sont remplacés par à chaque fois le rôle qui est au-dessus. Et donc, pour les deux premiers de la liste, je vais donner un petit peu plus de détails sur, euh, sur leur rôle. Voilà. Donc, si on retrouve le rôle Shop Equipment Engineer, qui lui, en fait, va vous permettre de définir vos machines-outils, en fait, d'un point de vue technique. Par exemple, sur des caractéristiques telles que les dimensions, les encombrements, où va se faire le changement d'outil, quel post-processeur utiliser. Donc, on va vraiment en fait pouvoir donner une définition plus poussée, mais rattachée à la 3D. Et donc, si vous faites du jumeau virtuel de votre usine, c'est des informations qui peuvent être pertinentes à avoir, par exemple, pour savoir à quelle distance vous devez mettre deux machines l'une de l'autre pour éviter qu'il y ait contact entre deux composants mobiles. Et ensuite, avec le rôle Robotics Virtual Commissioning Analyst, en fait, lui, vous allez pouvoir faire de la simulation de programmes robots, donc dans une interface avec un jumeau virtuel qui est déjà prédéfini. Et donc là, en fait, vous pouvez faire vos essais pour voir un petit peu comment se comporte votre programme. Et donc, en association avec d'autres rôles de robotique du portefeuille en fait 3D Experience Source, c'est là où vous allez vraiment pouvoir en fait faire un vrai jumeau virtuel de votre cellule robotique. Donc voilà pour ce qui est des nouveaux rôles et des rôles qui ont changé de nom. Donc juste un petit détail pour les rôles qui ont changé de nom. En fait, c'est des rôles qui donnent accès à des jetons pour faire des compilations de rendus réalistes sur la plateforme. Voilà. Donc il y a pas grand-chose à présenter dessus. Donc si on commence, hop, alors, j'essaie juste de changer de slide. Est-ce que j'ai cliqué une fois de trop? Ça m'a l'air d'être bon. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos donc sur ce qui a déjà été dit sur les nouveaux rôles et sur ce qui va être présenté par rapport au catalogue de nouveautés,
En fait, ces informations-là, vous allez pouvoir les retrouver donc sur la communauté 3D Experience Platform Users Community, donc qui est accessible depuis le cloud public, où là, vous aurez un détail en fait sur chaque nouveauté, de chaque rôle, etc., qui sont classifiés. Et c'est là où vous allez retrouver aussi l'historique des anciennes versions. Et si vous voulez manipuler un tout petit peu plus, vous avez hop, le rôle LWKLX qui vous permet en fait qui vous donne accès à des cours qui sont relatifs au rôle auquel vous avez accès sur votre plateforme. Et donc là, en fait, vous avez la possibilité d'avoir des cours, de passer des certifications sur ces différents rôles pour approfondir ou pour voir des nouvelles fonctionnalités. Là, c'est vraiment quelque chose dans le but d'apprendre un maximum sur les rôles qui vous sont accordés. Donc là, aujourd'hui, nous, on va vous présenter donc différentes sections. Donc la partie design engineering, la partie simulation et la partie gouvernance. Et donc, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite avec la partie design engineering et notamment avec les XApps. Donc, pour rappel, si vous n'êtes pas familier avec ces applications, donc en fait, c'est des applications de conception qu'on va pouvoir faire tourner sur le navigateur. Donc, la seule chose qu'il vous faut, c'est un navigateur et une connexion Internet. Et donc, à partir de là, vous avez différentes applications qui vous permettent de travailler différents types de conception. Et donc, la première à laquelle on va s'intéresser, c'est donc 3D Creator. Et avant de démarrer, je vous fais juste un tout petit rappel, c'est qu'en fait, dans cette section vont être présentées donc diverses nouveautés, mais par contre, c'est pas forcément des nouveautés qui sont uniquement pour 3D Creator. Vous allez voir que la majorité des nouveautés concernent toutes les XApps. Et donc là, pour savoir lesquelles ne concernent que 3D Creator ou l'ensemble des XApps, il suffit de regarder en haut à droite et vous avez la liste des applications qui sont concernées par la nouveauté. Donc première nouveauté, c'est au niveau de la plateforme. En fait, à chaque fois que vous allez avoir un rôle d'une des XApps qui vous est accordée, vous allez avoir accès à un dashboard, donc qui est comme ce que vous avez sur le visuel, et dans lequel vous allez retrouver en fait au même endroit toutes les XApps auxquelles vous avez accès avec un raccourci d'ouverture et du coup l'application qui se trouve à côté. Donc ça, c'est vraiment dans l'idée en fait d'avoir un dashboard qui permet l'onboarding le plus facile possible quand on a ces rôles-là. Donc c'est toujours une bonne chose à avoir puisqu'en plus c'est l'actualisation de cette application, elle est dynamique. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on vous rajoute un rôle, en fait, ça vient directement incrémenter la liste. Et donc, l'une des nouveautés principales, c'est en fait la possibilité d'importer du matériel de Home by Me pour, par exemple, si vous avez besoin de faire un meuble qui s'appuie sur différents éléments de votre logement, en fait, vous avez la possibilité de le faire en important votre géométrie. Et donc, vous allez voir que on a la possibilité en fait de travailler en s'appuyant sur les entités Home by Me comme si c'était des entités qu'on avait directement faites sous 3D Creator. Donc c'est plutôt pratique si jamais vous voulez faire votre propre meuble ou alors savoir un petit peu les dimensions, etc. Vous avez la possibilité de le faire grâce à ça. Ensuite, ça c'est une belle nouveauté, c'est qu'en fait directement dans l'application, vous avez une petite fenêtre qui vous donne l'état de votre connexion. Éventuellement, savoir si vous allez avoir des problèmes pour sauvegarder, etc. Vous avez directement un résumé ici, et donc ça vous permet d'anticiper si jamais vous avez perdu la connexion au serveur avant de sauvegarder. En fait, vous pouvez voir si vous avez perdu la connexion avant. Alors, je me permets juste de faire quelque chose, parce que je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de couper ma webcam. Hop. Alors, je n'ai pas la possibilité de le faire, c'est pas grave, vous allez me voir du coup pendant ma présentation, c'est pas grave. Alors, du coup, ensuite, au niveau de la sauvegarde, justement, vous avez désormais en fait la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans ce que vous choisissez de sauvegarder. Que vous voyez qu'en fait, dans chaque élément, on peut choisir distinctement ce qu'on veut sauvegarder. Donc, soit à l'échelle du physical product, soit au niveau du 3D shape. Donc, ça permet justement de travailler plus facilement en collaboration puisque ça permet d'éviter de verrouiller des fichiers que d'autres personnes
sur lesquels d'autres personnes pourraient être en train de travailler. Et justement, par rapport à la collaboration, en fait, avec cette mise à jour, vous avez la possibilité, quand vous commencez à travailler en fait sur un élément qui est verrouillé par un autre utilisateur, vous avez cette petite fenêtre qui va s'ouvrir, en fait, qui vous permet de directement envoyer une demande à l'utilisateur concerné pour demander le déverrouillage de la pièce. Donc ça, à nouveau, c'est toujours quelque chose qui permet de faciliter la collaboration. On n'est pas obligé de passer par mail, on n'est pas obligé de faire une demande directe. Tout se passe en fait au niveau des notifications. Donc là, c'est vraiment dans le but de faciliter l'utilisation des logiciels. Ensuite, ça, c'est une amélioration que les utilisateurs de SolidWorks vont reconnaître. En fait, c'est la possibilité, quand on fait des répétitions de patterns, on a la possibilité de supprimer certaines instances. Justement, comme là, par exemple, vous voyez sur l'arrière sur le dossier de la chaise, en fait, on a la possibilité de réutiliser le même motif d'esquisse et du coup, de simplement, facilement dire qu'on on veut pas répéter tel motif pour avoir quelque chose d'assez uniforme sans passer trop de temps à le créer. Donc, c'est toujours assez simple d'utilisation. Du côté de l'interface, on a l'outil de mesure qui a été amélioré, puisqu'en fait, maintenant, on a la possibilité de sélectionner des composants qu'on veut cacher. Alors ça, c'est plutôt pratique, parce que justement, quand on veut mesurer la distance, par exemple, entre deux entités ou entre deux objets, de temps en temps, on se retrouve avec un objet qui cache l'entité qu'on veut sélectionner. Et du coup, là, le fait de pouvoir le cacher sans avoir à fermer la fenêtre l'assistant de mesure, c'est toujours, on va dire, un petit temps de gagner, mais qui évite toute frustration. Ensuite, au niveau des standards pour les trous, donc il a été rajouté le standard japonais, voilà, qui avait déjà été rajouté dans le rôle permettant de faire du dessin. Donc là, ça a été rajouté aussi ici, ce qui est toujours pratique d'avoir à disposition tous les types de standards en fonction du design que vous créez. Et enfin, alors ça, cette fonctionnalité, elle est plutôt pratique, puisqu'en fait, ça vous permet de définir la taille d'un cube que vous allez pouvoir déplacer sur l'ensemble de votre assemblage. Et en fait, vous n'allez visualiser que ce qu'il y a à l'intérieur du cube. Donc, c'est pas forcément très parlant, mais on va voir dans la vidéo récapitulative à quoi ça ressemble. Mais justement, quand par exemple, on travaille dans un logement, dans une pièce importée depuis Hombani, en fait, c'est très simple d'utilisation et puis c'est vraiment pratique de pouvoir se concentrer uniquement là où on a besoin sans avoir tout le reste qui parasite un peu la vue. Et du coup, on en a parlé tout du long. Le Home by Me, c'est pas que dans un sens, c'est qu'en fait, une fois que vous avez terminé votre travail, vous avez la possibilité de l'exporter en tant qu'objet Home by Me. Donc là, comme vous pouvez le voir en haut à droite, vous avez la possibilité de le faire depuis les différentes SAP. Donc là, peu importe la manière dont vous concevez. Donc, par exemple, si vous faites un objet un peu plus organique avec eShape, vous pouvez aussi le garder, par exemple, un objet de déco dans votre catalogue Home by Me. Et donc voilà la petite vidéo récapitulative. Donc là, vous voyez, on retrouve la Welcome App, justement, qui concentre l'ensemble des raccourcis d'accès aux applications. Et donc là, la fonctionnalité avec les bookmarks, le fait de pouvoir créer, de pouvoir sélectionner, ça, c'était une nouveauté qui est apparue en FD01, si je dis pas de bêtises. Et donc là, vous voyez la fenêtre de statut qui est accessible en quelques clics. Et là, l'import des entités Homebody. Voilà, donc on récupère vraiment l'entièreté du design. Donc après, pour construire dans le contexte de l'assemblage, ça se fait vraiment comme on peut le faire dans un assemblage classique. Et là, vous voyez qu'on peut s'appuyer sur des entités qui sont issues de HomeBany. Tous les murs, par exemple, se sont convertis en surface sur lesquelles on peut s'appuyer pour le design. Donc là, on a vu pour une simple extrusion, mais vous pouvez aussi forcément le faire pour des contraintes d'assemblage et compagnie.
Donc là, vous allez voir justement la vue en coupe qu'on définit par une boîte englobante. Voilà, donc là, c'est vraiment simple d'utilisation. C'est plus compliqué à expliquer qu'à utiliser. Donc là, on retrouve le standard japonais. Et donc là, vous voyez que pour supprimer des instances, bah, vous avez juste à cliquer sur les nœuds et puis ça se fait directement. Donc l'outil de mesure avec le fait de pouvoir sélectionner directement en dynamique les objets qu'on veut cacher. Et donc là, vous voyez que la petite notification qui met que l'objet est verrouillé et qui envoie une notification directement à l'utilisateur qui renvoie vers Collaborative Lifecycle pour déverrouiller la pièce rapidement. Voilà, donc tout ça pour rendre l'utilisation de ces applications la plus fluide possible. Là, vous avez le détail de ce que vous pouvez sauvegarder, avec une fenêtre avec la possibilité de filtrer et compagnie, qui facilite toujours l'utilisation. Et donc là, une fois que le design est figé, bah, vous avez depuis cette fenêtre, là, vous pouvez publier votre équipement fait directement sur OnBuyMe. Et donc là, bah, du coup, forcément, quand vous êtes dans OnBuyMe, vous retrouvez votre création facilement. Ensuite, si on passe du coup du côté de HitShape qui permet justement de faire de la conception un peu plus organique, etc., on retrouve une amélioration en fait des outils de Bend et de Flex, où en fait c'est juste les améliorations qui ont été apportées en fait permettent d'avoir un contrôle un peu mieux défini sur ce qui hop, tout va bien, justement sur ce qui va être déformé. Donc là, on a la possibilité aussi en fait, de faire un reflet d'une pièce. Mais par contre, contrairement à une symétrie, en fait, on va pouvoir, une fois que la pièce est reflétée, on a la possibilité en fait de le convertir en corps modifiable. Donc vous pouvez très bien vous appuyer à un instant T sur une pièce qui a la géométrie, qui a une géométrie identique à une autre pièce de l'assemblage. Et après, vous pouvez la modifier complètement différemment sans avoir d'impact sur la pièce originale, ce qui est toujours plutôt pratique. Là aussi, au niveau des fonctionnalités pratiques, vous avez la possibilité de façon plus simple d'aligner les différents points de votre corps. Donc là, vous allez le voir à nouveau dans la vidéo, mais en fait, il suffit de sélectionner les deux points extrêmes et tous ceux qui se trouvent entre les deux, en fait, vont s'aligner automatiquement. Donc ça, c'est une bonne amélioration, ça facilite la manipulation. Et donc là, toujours dans cette idée, quand vous faites un crease en sélectionnant plusieurs surfaces, avant la LD02, en fait, vous perdiez la sélection qui avait permis justement de faire cette fonction-là, alors que là, aujourd'hui, vous la conservez. Donc, ça vous permet d'enchaîner les fonctions sans avoir à resélectionner les mêmes entités. Donc là, toujours dans la même idée du reflet, c'est que vous avez aussi la possibilité de faire du copier-coller de composants. Et en fait, vous pouvez positionner les composants par rapport à l'origine de votre corps. Donc là, c'est pareil que pour le reflet, c'est que vous avez la possibilité de conserver la géométrie ou de la modifier. Donc là, ça facilite l'utilisation. Par exemple, quand on a des composants qui sont identiques mais pas forcément symétriques et compagnie, ça permet toujours de faire une répétition plus facilement. Donc là, vous voyez au niveau de l'alignement des entités, vous sélectionnez vos deux points, il sélectionne automatiquement ce qui est entre les deux. Et là, donc, dans ces cas-là, vous pouvez aligner rapidement. Donc là, c'est la conservation de la sélection. Vous voyez, ça permet vraiment de fluidifier l'utilisation. Et donc là, on a les outils justement de Bend et de Tools qui sont plus simples à utiliser, puisque vous voyez, vous savez
à partir de quel endroit vous déformez votre corps. Et quand on utilise Xshape, c'est une bonne amélioration de savoir ce qu'on déforme. Voilà la répétition en conservant la possibilité de modifier le corps. Le copier-coller. Et donc là, vous voyez que vous pouvez le positionner par rapport à un point, ce qui facilite grandement le positionnement. Et donc après, si vous voulez faire de la symétrie, vous pouvez. Ensuite, du côté de 3D Sheet Metal Creator, donc là, qui est la XApp qui permet de faire de la tôlerie avec la plateforme. Donc là, vous retrouvez en fait la possibilité de faire de la géométrie un peu plus complexe quand vous faites un bord plié. En fait, vous pouvez vous appuyer sur une esquisse pour votre résultat. Donc là, par exemple, quand on sélectionne la face, on peut directement intégrer les aérations. Et là, quand on sélectionne directement l'arête qu'on veut arrêter, en fait, on peut venir directement lui dire sur quel design on veut s'appuyer pour pareil mettre le même type de géométrie. Donc voilà, toujours des simplifications d'utilisation. Et donc pareil au niveau de 3D Structure Creator, donc là qui permet de faire du mécano 2D, vous avez en fait l'assistant qui est un petit peu plus, on va dire, un peu plus intelligent et qui va vous proposer en fait de compléter votre design simplement en lui demandant de regarder comment une partie de l'assemblage est faite. Donc là par exemple vous avez vu qu'en mettant les petits supports et compagnie, en fait il va proposer de le mettre sur chaque pièce juste en lui demandant de faire juste par ses suggestions. Il n'y a plus besoin de faire des répétitions de composants, des copier-coller, etc. Ça se fait directement via l'assistant. Et donc, pour finir sur les XApp, on va passer sur l'application qui permet de faire de mettre des annotations 3D et de les convertir en vue 2D pour faire un plan. La première grosse nouveauté, c'est le fait qu'on puisse maintenant rajouter des sections, pardon. Les vues, ça fait longtemps, mais les sections, c'est tout nouveau. Donc, c'était quelque chose qui manquait grandement à aboutir. Donc, voilà, ça le rend encore plus puissant puisque du coup, on a quasiment la possibilité de faire un dessin complet depuis cet outil. Donc, on a après des petites options on va dire, presque de cosmétique où là, on peut choisir le type de flèche qu'on veut ajouter sur les annotations 3D. Donc, soit des droites, soit des cassés, etc. Et après, on a la possibilité d'exporter l'ensemble des vues en step 242. Donc ça aussi, c'est une bonne nouveauté puisque du coup, c'est les standards, ce type de standard, c'est toujours pratique de les avoir. Donc là, si on passe sur la vidéo récapitulative, vous voyez qu'en fait, pour faire une vue, c'est un peu comme dans SolidWorks, c'est comme dans SolidWorks, vous sélectionnez un plan, etc. Et vous avez directement votre vue qui est générée, que vous pouvez annoter très facilement. Et donc, pareil, pour l'aspect un peu cosmétique, le changement se fait rapidement en quelques clics. Et donc, l'export, toujours simple, où il propose de le faire soit dans le 3D Drive, soit en local. Et donc, une fois que le modèle est exporté, en fait, vous allez pouvoir récupérer donc ce type de fichier où vous avez directement vos différentes vues dans différents volets. Donc voilà, toujours bon d'avoir ce type d'amélioration. Et donc là, maintenant, on va passer aux nouveautés qui concernent cette fois SolidWorks. Et donc, pour cette fois, on va faire toutes les nouveautés en fait en même temps. Que du coup, pour cette mise à jour, on n'a pas de différence de nouveauté entre ce qu'il y a entre un SolidWorks Desktop et le connecteur US et un SolidWorks Connected. Donc, on va voir qu'il y a beaucoup d'améliorations en fait qui sont au niveau de la sauvegarde, notamment le fait de pouvoir en fait bloquer la sauvegarde si SolidWorks SolidWorks détecte
un titre qui n'est pas unique. Donc en fait, avant, on avait la possibilité de prévenir quand le titre n'était pas uni. Par contre, on n'avait pas la possibilité de bloquer la sauvegarde, qui aujourd'hui est faisable. Donc là, on verra que c'est toujours une bonne chose si on veut garder une base de données propre sans doublons, etc. Ensuite, quand vous faites une sauvegarde de plusieurs composants en même temps après avoir fait diverses modifications, vous avez maintenant la possibilité en fait d'ajouter des commentaires de révision, directement depuis la fenêtre la fenêtre de sauvegarde, et ça, c'est toujours plus simple d'utilisation parce que ça permet de mettre en détail quelle pièce a eu quelle modification. Donc ça, c'est toujours apprécié. Au niveau du dashboard d'onboarding, donc ça, je l'ai présenté un tout petit peu avant avec la Webcom App. Donc aujourd'hui, elle a été repensée déjà par rapport à ce que je disais tout à l'heure, avec le fait qu'on avait les applications qui se mettaient à jour directement dans la liste. Et donc, pour rappel, la Welcome App, elle donne accès aux principales applications. Elle permet d'accéder à des premiers cours sur l'EduSpace pour prendre un petit peu en main la plateforme et aux communautés principales. Donc notamment en début de webinaire, j'ai parlé de la communauté qui regroupe le catalogue des améliorations et des nouveautés à chaque release. Du coup, c'est par exemple une des communautés qui est accessible depuis ce dashboard. Donc c'est vraiment là pour faciliter l'onboarding des nouveaux utilisateurs. Ensuite, on a la possibilité donc de supprimer des composants toolbox et de bibliothèques externes en fait de façon plus simple. Avant, il y avait beaucoup de restrictions au niveau des droits, etc. Donc, c'était pas forcément quand on voulait faire du nettoyage dans ces bibliothèques externes, on n'avait pas forcément la possibilité de le faire facilement. Donc là, aujourd'hui, il y a la possibilité ça a facilité un peu le processus. Ensuite, au niveau du batch save ou de l'enregistrer par lot en fonction de la langue dans laquelle vous utilisez SolidWorks, on a une belle amélioration, notamment puisqu'on on a en fait maintenant une barre d'avancement qui permet de savoir où on en est dans la sauvegarde, ce qui n'était pas le cas avant et qui du coup est plus du coup bien apprécié. Et on a aussi en fait la possibilité de faire ce qu'on appelle une sauvegarde asynchrone, où en fait avant quand vous lanciez ce type d'enregistrement, vous ne pouviez pas utiliser SolidWorks. En fait, SolidWorks était bloqué par la sauvegarde. Et donc, en fait, en autorisant cette sauvegarde asynchrone, vous allez pouvoir utiliser SolidWorks en parallèle d'un batch save, par exemple. Donc, c'est toujours pratique. Si jamais en plus c'est un outil que vous utilisez souvent, là, vous avez la possibilité de continuer à travailler avec SolidWorks. Ensuite, du côté de la fenêtre de dialogue, on a encore une autre nouveauté au-delà des commentaires de révision. C'est que déjà, vous pouvez voir que le bouton pour verrouiller les fichiers modifiés, il a été déplacé juste à côté du bouton Save. Et vous avez la possibilité donc de regrouper, enfin de mettre à plat ou de regrouper les composants en fonction de ce qui a été modifié. Donc là, on a vraiment tout un tas de types de filtres qui permet vraiment de savoir en quelques clics ce qu'on sauvegarde, comment on le sauvegarde, etc. À nouveau, toujours apprécié. Et une dernière nouveauté au niveau de l'administration de la plateforme, vous avez la possibilité désormais de sélectionner dans quel collab space vous voulez enregistrer votre bibliothèque, par exemple Toolbox. Enfin, votre bibliothèque Toolbox, c'est pas par exemple, c'est la bibliothèque Toolbox. Donc ça, c'est toujours pratique, notamment si par exemple aujourd'hui il y a le common space, il a été rempli par plein de fichiers, etc. Et vous voulez avoir vraiment un collab space qui est propre et compagnie, vous pouvez donner les indications directement ici. Donc là, si on passe à la vidéo récapitulative, donc là, vous avez justement l'accueil que vous avez depuis la Welcome App au premier lancement de votre plateforme, qui donne vraiment des petites indications sur, on va dire, un peu où cliquer, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, certains utilisateurs avaient un peu du mal à découvrir la plateforme d'eux-mêmes. Donc là, le fameux batch save. Voilà, donc là, on voit l'avancée
l'avancée de la sauvegarde avec la petite barre. Et donc, en parallèle, on peut utiliser SolidWorks sans être bloqué. Ici, vous pouvez voir du coup la fenêtre, la nouvelle fenêtre avec les différents filtres, les différents types de vues et le bouton de verrouillage qui a été déplacé. Donc là, pour mettre le commentaire, il n'y a rien de plus simple. Vous sélectionnez juste la ligne et vous pouvez mettre ça. Enfin, vous pouvez mettre votre commentaire et après, il suffit d'appuyer sur le bouton Save et on est bon. Donc là, par rapport au contrôle du titre déjà existant, vous voyez que par exemple, si vous allez chercher un composant en local, que vous l'insérez dans votre assemblage et que vous lancez la sauvegarde de votre assemblage, vous allez voir qu'en fait, la sauvegarde est vraiment impossible, juste parce que le titre existe déjà dans la plateforme. Donc là, le concepteur sait directement qu'en fait, en cherchant direct le même titre, en fait, il trouvera la pièce qui, elle, existe déjà dans la base de données. Et donc là, c'est tout le process par rapport à une comparaison du process pour supprimer des composants toolbox, etc. Donc ça, je vais pas rentrer en détail, mais ça permet juste de faire le ménage si jamais il y a besoin. Donc là, on change un petit peu de registre. On va passer du côté de l'electrical. Et donc, on va parler de ESI, qui est donc la partie qui permet de faire de la schématique électrique 2D avec, forcément 2D, on va faire la schématique d'électrique avec la plateforme. Et donc là, en fait, au niveau des nouveautés, on a une petite amélioration de l'interface où en fait, depuis au même endroit, on va pouvoir vraiment gérer toute la bibliothèque. On va pouvoir savoir s'il y a des nouveaux symboles qui ont été rajoutés, s'il y a des choses qui ont été update, etc. Pour faire des remplacés éventuellement, tout se fait depuis la même barre des tâches. Voilà, donc c'est toujours des petites améliorations qui sont les bienvenues. Ensuite, au niveau du mode offline, on a une amélioration au niveau de la flexibilité, puisque vous avez la possibilité en fait de switcher en mode offline sans fermer votre travail en cours. Si vous avez pas mal de projets, de fenêtres, etc., ça peut être un petit peu fastidieux de devoir tout fermer juste pour passer en mode offline. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Et enfin, très grosse nouveauté, c'est la possibilité en fait d'importer des schémas qu'on fait donc avec le Electrical Schematic Designer. En fait, on a la possibilité de les importer dans 3D System Designer pour justement faire la 3D du schéma qui a été réalisé avec l'autre rôle. Donc ça, c'est toujours une compatibilité qui est appréciée pour fluidifier le travail. Donc voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Eric qui va vous présenter la partie donc simulation. Alors, je vais prendre la main. Hop, demander le contrôle à distance, c'est bon. Alors, sur les parties simulation, on a rajouté cette fois-ci un rôle dans cette présentation. C'est un rôle qui est Function Driven Generative Designer, qui est aussi un rôle qui est, je dirais, à cheval entre la simulation et la partie modélisation, parce qu'il y a également de la technologie CATIA. Et en effet, sur cette version, la nouvelle fonctionnalité qui a été implémentée, en fait, elle touche un peu plus la partie CATIA, car ça va être sur la partie reconstruction de la forme.
Donc, on peut voir sur l'image en bas à gauche qu'on a mis 3 scénarios différents. En fait, on a maintenant des nouvelles options dans la reconstruction qui nous permettent justement de gérer plus ou moins gérer si on veut une reconstruction globale de toute la pièce ou une reconstruction plutôt locale. Parce que quand on fait ce genre d'études, on peut avoir certaines parties où on va dire, geler la reconstruction pour éviter que ça reconstruise. Et du coup, bah, ça va donner en fait des résultats différents sur la reconstruction de la forme. Donc, c'est ce qu'on voit un petit peu en fait sur l'image en bas à gauche. Au niveau des pieds, ça ressemble à un tabouret, on va dire. Au niveau des pieds du tabouret, si on fait une reconstruction globale, on va voir que entre le socle et les pattes, eh ben, on va essayer de lisser, on va dire, cette transition. Donc ça, c'est vraiment quand on fait toute la reconstruction de la pièce. Alors que si on fait vraiment juste une reconstruction du volume qui a été fait topologiquement, sans prendre en compte les parties qui ont été gelées, on va voir que du coup, on ne va pas avoir on va dire, ces congés, ce lissage autour des pieds. Donc ça, en fait, c'est vraiment des nouvelles options qui vont permettre de prendre en compte ou non, justement, ces parties qui sont, je dirais, gelées au niveau de la reconstruction de la pièce. Alors, concernant les autres rôles de simulation, on va commencer avec la simulation cinématique avec 3D Motion Creator. Alors, 3D Motion Creator, c'est un rôle, pour rappel, qui permet de faire de la cinématique, la dynamique de corps rigide. Et à chaque nouvelle version, il y a vraiment beaucoup de nouvelles améliorations, principalement portées sur la partie user-friendly, je dirais, sur l'interface. Donc, c'est vraiment un rôle qui évolue énormément. Donc, au niveau de cette version, on a apporté quatre améliorations. Une première amélioration, ce qui va permettre en fait tout simplement de récupérer des données d'un tableau Excel et on va pouvoir faire tout simplement un copier-coller et directement les coller dans une table qu'on créera en fait, par exemple, pour piloter un déplacement, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui permet quand même, tout le monde, on va dire, utilise Excel souvent dans l'ingénierie ou dans l'analyse en cinématique, c'est très commun pour piloter un déplacement. Donc, c'est vraiment assez pratique. On a également refait l'interface pour faire de la création de plot. Donc, ça va permettre de plus facilement, notamment, de switcher je dirais, d'une courbe à une autre. On a aussi implémenté 2 nouvelles méthodes de mesure, le kinematic measurement qui permet par exemple d'avoir en dynamique des distances, par exemple d'un point A par rapport à un point B. Donc quand dans un assemblage, on peut avoir par exemple ces 2 points qui bougent, et là on peut avoir en relatif les distances. Et on va également aussi avoir des nouvelles mesures de force et de couple sur des points. Et enfin, une autre petite nouvelle fonctionnalité qui est intéressante d'un point de vue visuel, c'est le fait d'avoir la valeur d'une force qu'on applique qui s'affiche visuellement durant l'animation. Déjà, dans la version précédente, on avait rajouté, par exemple, les symboles, notamment ce qu'on peut voir sur l'image du milieu, la flèche, donc durant l'animation qui va suivre le mouvement de l'assemblage. Et là, maintenant, en plus, on a rajouté cette valeur de l'effort qui va être visible. Sur la partie structurelle, on a amélioré le diagnostic de la simulation. Donc cette fonctionnalité, elle est extrêmement utile quand on a des problèmes de convergence. Souvent, quand on a des problèmes ou de divergence plutôt, quand ça converge, c'est pas tellement un problème, c'est plutôt quand ça diverge. Ça va tout simplement permettre d'identifier plus facilement les raisons de la divergence. Est-ce que ça va être un problème de setup? Est-ce que ça va être un problème de maillage? Et donc là, en fait, tout simplement, via le Diagnostic Viewer qui est déjà disponible, on aura accès directement aux erreurs de divergence. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour l'analyse des problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait une simulation structurelle. Sur la partie fatigue, on a implémenté un nouveau modèle de fluage thermomécanique. Donc le fluage, pour rappel, c'est un phénomène, c'est quand on applique une force une force statique longtemps sur un objet. Si on l'applique très longtemps, en fait, l'objet ne va pas obligatoirement revenir à sa forme initiale, même si on ne dépasse pas la limite d'élasticité. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de fluage. Donc, maintenant, on va pouvoir prendre en compte ça, notamment d'un point de vue thermomécanique, sur les algorithmes de fatigue.
On a également, j'irais, ajouté une nouvelle option toujours dans la fatigue au niveau des soudures. Donc pareil, sur la version précédente, déjà, on a implémenté ce modèle FKM, qui est un modèle issu de Abacus, pour faire de la fatigue sur des cordons de soudure. Auparavant, on avait implémenté seulement la partie solide, c'est-à-dire qu'on modélisait la soudure via un maillage solide. Et là, on a maintenant implémenté la partie, ce qu'on appelle coque, c'est-à-dire c'est si on modélise cette soudure via des éléments coque. Donc ça, c'est extrêmement utilisé quand on travaille notamment avec des tôles. Quand on travaille avec des tôles, avec de la soudure, on va avoir des jeux qui vont se créer au niveau des représentations. Donc souvent, on va les combler avec ces soudures-là. Et donc, d'avoir cette approche-là disponible maintenant, l'approche coque, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé dans ce domaine. Sur la partie fluidique, on a fait des modifications au niveau du solver, ce qui va permettre d'avoir un solver, on va dire, des calculs plus robustes, moins de divergences, notamment si on fait par exemple un peu de déformation de maillage ou même si on a par exemple des chocs, des ondes de pression, des forts gradients. Donc là, on va avoir tout simplement des simulations qui sont plus stables, qui vont avoir moins tendance à diverger. Déjà, le solver était déjà très stable, mais là, on l'a encore amélioré. On a également ajouté c'est deux nouveaux cas, il me semble, non, je dis des bêtises, c'est trois nouveaux cas de validation et d'exemple dans l'aide. Un cas sur un ventilateur, un cas sur l'injection lagrangienne et je crois qu'il y avait aussi un cas d'injection. Donc ça, c'est en fait de la documentation qui est disponible pour tous les utilisateurs. C'est souvent une demande qu'on a, avoir plus de modèles accessibles aux utilisateurs pour pouvoir essayer de monter en compétence, pour pouvoir je dirais, s'auto-entraîner. Et donc là, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on travaille beaucoup. Donc actuellement, sur cette version, on a trois nouveaux cas. La version précédente, on avait un nouveau cas. Je sais qu'il y a encore d'autres nouveaux cas qui vont être implémentés dans les prochaines releases. Donc là, c'est vraiment de pouvoir mettre à disposition de plus en plus de matériel pour que les utilisateurs puissent essayer de nouvelles fonctionnalités au niveau des différents outils de simulation. Et on a aussi implémenté, on va dire, un raccourci. C'est lorsqu'on va créer une nouvelle simulation, on va directement choisir si on va faire une simulation transitoire ou une simulation stationnaire. Alors, c'est une petite option qui en facilite en fait énormément la mise en place du calcul. Depuis, je veux dire, un an, on a beaucoup travaillé sur ce genre d'options qui permettent de réduire fortement le nombre de clics. Et là, typiquement, ça permet de gagner, je dirais, 2 ou 3 clics sur la mise en place d'une simulation. Donc, et ça aussi permet de faciliter, je dirais, la mise en place ou la modification d'un calcul quand on veut passer, par exemple, d'un état stationnaire à un état transitoire. Donc là, on peut le faire à peine en un clic, alors qu'avant, il fallait faire plusieurs manipulations, je dirais, pour pouvoir passer d'un état stationnaire à un état transitoire. Et concernant l'injection plastique, ça, c'est quelque chose sur laquelle on travaille énormément, où les product managers travaillent énormément. C'est la donnée plastique. Il faut savoir que c'est ce qu'il y a de plus compliqué sur l'injection plastique, c'est d'avoir des données plastiques. Donc, il y a un énorme travail qui est fait. C'est vraiment un travail, je dirais, de fourmi, parce qu'il faut aller voir, prendre des rendez-vous avec tous les fournisseurs de plastique ou avec un maximum de fournisseurs de plastique pour pouvoir établir des partenariats. Et ça porte ses fruits parce qu'aujourd'hui, sur la version actuelle, on a 200 nouvelles matières plastiques qui ont été implémentées. Et je dirais que c'est à peu près ce qu'on va avoir, et encore, ça va encore grandir de plus en plus. À chaque version, on a un nombre de matières plastiques, de nouveaux fournisseurs plastiques qui est implémenté dans notre base de données. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour pouvoir tout simplement utiliser les matières plastiques qu'utilisent nos clients. Il faut savoir que cette matière plastique, cette base de données, c'est également la même base de données qui va être utilisée avec SolidWorks Plastic. Donc, c'est également dans les nouvelles versions de SolidWorks Plastic qu'on va retrouver ces améliorations au niveau de la base de données. Et je vais maintenant passer la main à mon collègue Jean-François pour vous parler de la gestion de données.
J'ai cru que tu n'allais pas me laisser de temps, en fait. Le temps qui défile, je me dis, mais il a trop à parler. Ah bah faut pas me lancer sur la simulation, hein. Ça, je vois ça. Bon, donc moi, je vais m'occuper de la partie gouvernance, donc tout ce qui concerne la partie gestion de données liées aux fichiers que vous stockez dans la plateforme. On va aussi aborder une nouveauté sur la partie gestion de projet, la partie gestion de nomenclature. Ok, donc la première partie, donc on va parler des rôles de base. Dans les rôles de base, donc sur 3D Swimmer, sur les applications qui sont dans ces rôles-là, et on va tout de suite parler des nouveautés sur 3D Play. 3D Play, en fait, les nouveautés, c'est l'interface, nouvelle interface de 3D Play, et donc on retrouve une interface qui ressemble à 3D Sculptor et 3D Creator. Donc on a une interface commune. Et la nouveauté que beaucoup attendaient, c'est la possibilité de pouvoir fermer un document ouvert dans 3D Play. Donc ça va permettre d'améliorer l'utilisation, surtout pouvoir fermer un document et de garder 3D Play actif à l'écran quand on va relancer son dashboard. Ensuite, on va voir l'interface qui a évolué légèrement avec les raccourcis clavier ici, les raccourcis, pardon, les icônes directement accessibles pour faire notamment du commentaire. Ça, c'est une nouveauté qui est arrivée dans la FD1 et qui est complétée ici en FD2 sur tout type de document. La possibilité de mettre un commentaire sur un document depuis 3D Play va automatiquement créer une image dans la rubrique commentaires. Donc ça, c'était valable pour les fichiers 3D, et là maintenant, c'est valable pour tous les documents à partir du 3D Play. Et directement l'accès aussi au panneau des propriétés, à l'outil de partage. Sur la partie, le rôle CSV, donc là, plusieurs nouveautés dans différentes applications. Une nouvelle icône là, qui va permettre d'afficher le panneau des propriétés en flottant. Pour l'affichage, pour optimiser un petit peu l'affichage, hein, c'est-à-dire qu'on peut toujours avoir le panneau fixe, mais celui-ci permet de l'avoir par-dessus notre écran et du coup de le déplacer comme on le souhaite. Ici, en fait, on va pouvoir avoir l'accès aux bookmarks signés, en fait, en créant des raccourcis de ces signés. Donc, on va pouvoir les copier en raccourci, un signé, aller le coller dans un autre signé, qui permet directement en fait de donner accès à d'autres dossiers. Si on a besoin de faire des liens dans un même projet sur des données qui sont dans différents signés, c'est plutôt assez pratique pour s'y retrouver. Ils s'affichent d'une manière légèrement différente. Un point intéressant aussi, c'est que quand vous supprimez un signé, automatiquement, en fait, les raccourcis que vous aurez créés dans d'autres signés seront supprimés également. Donc, il n'y a pas de ménage à aller refaire par derrière. Directement accessible aussi depuis Bookmark Editor, la fonction d'export. Donc ça, c'est pareil, ça va nous permettre d'avoir une nouvelle fonctionnalité dans Bookmark, puisqu'on utilise énormément Bookmark Editor sur la plateforme. On rassemble un maximum de fonctionnalités directement depuis cette application. Donc l'export des fichiers 3D en natif, l'export des fichiers 3D au format STEP 242 et l'export des fichiers 2D également aussi. Donc le bouton d'export accessible directement ici. Nouveauté pour le coup, l'autre viewer qui est 3D Navigate, en fait, qui va permettre de mémoriser un point de vue sur l'objet à l'écran. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir reprendre ce point de vue-là facilement. Et c'est surtout quand vous allez partager un dashboard, vous êtes sûr que la personne qui va ouvrir le dashboard partagé va reprendre l'affichage avec le point de vue que vous aurez défini. C'est plutôt assez pratique. Des filtres d'objets sur les vues, en fait, dans les issues, hein, sur le problème. Avec cette amélioration, en fait, on va pouvoir filtrer les objets pour permettre de trouver plus facilement des contenus spécifiques. Donc, dans les paramètres, on va pouvoir cocher différents types, hein, les éléments affectés, les éléments résolus, les contextes, permet de retrouver plus facilement, en fait, les issues liées à un produit. Dans Document Management aussi, la colonne statut d'approbation qui va directement être accessible ici
Et surtout, en fait, on va pouvoir avoir accès directement au cycle de vie. On parle pas le clic droit, hein, tout simplement. Donc, directement, vous allez pouvoir, depuis document de management, approuver, rejeter un document sans sortir de cette application. C'est beaucoup, en fait, centré, hein, les nouveautés sur essayer de ramener toutes les fonctionnalités dans des apps les plus utilisées. Donc là, c'est le cas pour Document Management, c'est le cas pour Bookmark. Une petite nouveauté qui peut être assez sympathique, c'est dans Collaborative Task, en fait, la multisélection n'était pas faisable jusqu'ici. Donc là, c'est corrigé. Maintenant, on va pouvoir sélectionner plusieurs tâches. Par exemple, dans le cas où on va vouloir les glisser, changer d'état, on va pouvoir faire de la multisélection. L'outil relation, lui, qui évolue plutôt de manière sympathique avec des possibilités de sélection. Alors, de base, en fait, quand vous ouvrez les relations, il ouvre l'ensemble des relations et il déroule tout l'arbre. Et là, on va pouvoir sélectionner un début et une fin, en fait, l'assemblage de tête, par exemple, et puis jusqu'à la pièce quel niveau on va vouloir aller. Et là, on aura, en fait, dans le résultat, uniquement les relations liées à l'ensemble de cette chaîne-là. Uniquement cette chaîne-là. Donc, on garde toujours l'ancienne possibilité, mais c'est un nouveau filtre complémentaire. La mise à jour des attributs des mises en plan, en fait, hein, dans 3D Play. Aujourd'hui, l'état de maturité est pris en charge, et donc on va pouvoir avoir la visibilité à jour dans les mises en plan qu'on va glisser dans 3D Play. C'est pas seulement sur l'état de maturité, hein, ça a été géré aussi pour le champ révision, le champ propriétaire et le champ verrouillé par. Et puis, dans les prochaines versions, vont arriver le champ créé par, validé par et date de validation. Le change action, des nouveautés au niveau du change, hein, dans la partie change action, en fait, la possibilité maintenant d'ajouter un groupe d'utilisateurs, soit en tant que destinataire ou en tant qu'utilisateur informé. C'est pratique, hein, ça permettait, on n'avait pas de possibilité sinon de signifier. Là, au moins, on a cette solution-là. Les attributs, les propriétés obligatoires. Ça peut être intéressant sur certains champs quand on souhaite que des concepteurs intègrent des données, mais surtout renseignent des champs. On va pouvoir passer en fait des champs en obligatoires à renseigner, et donc ça bloque l'utilisateur si jamais il souhaite sauvegarder des données avec des champs non remplis, non renseignés. Voilà, donc ça, c'était pour les parties, les deux rôles de base, hein, IFW et CSV. Ensuite, on va voir les nouveautés sur la partie gestion de projet, donc le rôle XPP. Là. On va pouvoir, en fait, un travail qui a été fait au niveau des templates. On va pouvoir utiliser maintenant, créer un template, pardon, à partir d'un projet déjà existant. Donc, on va pouvoir se créer ses propres templates comme ça assez facilement. Pour les retrouver, ce sera assez pratique puisqu'en fait, tous les modèles vont être répertoriés dans la page d'accueil de XPP, de la planification de projet, pardon. Et dans la catégorie récent aussi, elle sera avec tous les autres projets. Les modèles de projet vont être représentés avec une icône différente pour les distinguer des autres projets. Donc ici, on voit en fait, hein, quand on démarre la page d'accueil, hein, on va pouvoir démarrer d'un projet existant à partir d'un modèle ou à partir d'un fichier, comme on l'avait avant. Une option intéressante qui a été ajoutée ici, c'est la possibilité de baser un projet sur une date de fin. Jusqu'ici, on était toujours sur la date de début et on calait. Là, systématiquement, on va pouvoir caler le projet sur une date de fin et du coup, les tâches vont s'empiler par rapport à la date de clôture du projet. La possibilité aussi de mettre des liens entre des projets, des références en fait, référencer des projets par rapport à un autre en fait, hein, et aussi avoir une structure de projet, projet référence. L'objectif, hein, ça va être d'obtenir une structure un peu logique, hein, des projets en référence par rapport au sous-projet. La suite, en fait, sur la partie gestion des nomenclatures, donc Product Release Engineer. Sur la gestion des nomenclatures, en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est l'export au format CSV. Alors, l'export au format CSV existait déjà et existe toujours d'ailleurs dans le menu déroulant au même emplacement
qui va permettre en fait d'exporter la structure complète. Là, ici, la différence, c'est qu'on va exporter ce que l'on voit à l'écran. Donc, avec tous les filtres que l'on aura sélectionnés, suivant le développement, si on va dérouler un sous-ensemble, si on va ajouter une colonne, si on enlève une colonne, ce bouton-là exporte exactement ce que vous avez à l'écran. L'objectif, en fait, c'est, si on a par exemple des gens non connectés à la plateforme, hein, de leur partager facilement, rapidement, un tableau Excel avec l'affichage ici. Donc, c'est vraiment l'affichage représenté de ce qu'il y a à l'écran, contrairement à l'autre export qui existe toujours. La possibilité ici, en fait, de gérer des matières premières, en fait, qui seraient plutôt, on va dire, l'exemple d'un liquide, des choses où on n'a pas besoin forcément d'avoir un produit physique représentatif en face. Donc là, en fait, c'est tout simplement la possibilité d'ajouter un produit. L'exemple à l'écran, c'est avec de l'huile. Donc, on va aller chercher un produit existant qui est référencé en stock, une matière première existante, en lui indiquant une quantité. Donc là, dans le cas, c'est un volume. Et ce produit fait référence, en fait, cette ligne de produit qui va arriver dans notre nomenclature fait référence à une matière première, donc va bien nous sortir un limite. Mais on n'aura rien créé en face comme produit physique. La suite avec la partie PAU, Product Architect, donc la structure. On va avoir la possibilité d'ouvrir une action de modification, un change action, en fait, en glisser-déposer, ce qui va permettre aux utilisateurs de conserver le contexte dans lequel ils sont et ne pas perdre le contexte quand on va aller ouvrir le change action. C'est une nouveauté, mais assez pratique. La possibilité d'appliquer des tags sur un produit physique, ça c'est au niveau de l'affichage et du filtre que l'on va obtenir derrière. Ça c'est plutôt très pratique puisqu'on va obtenir une vue virtuelle, si on veut, à droite du produit, uniquement basée sur les tags que l'on aura sélectionnés à gauche. Donc on va réussir à obtenir des vues précises pour retrouver les éléments sans avoir forcément un gros travail à faire au moment où on le veut, tout simplement en s'appuyant sur les tags existants. Dans le même esprit, en fait, on va pouvoir aussi organiser la structure des produits avec ces tags, toujours avec ces tags, en fait. Donc là, si on a, par exemple, organisé dans les bookmarks des données SEO, dans un bookmark châssis, dans un bookmark, par exemple, propulsion ou motorisation, automatiquement, ici, on va retrouver cette structure en affichage. Voilà. Donc ça permet de filtrer et de retrouver en fait tous les composants présents depuis un assemblage de données dans quel dossier ils ont été classés. Avec l'intégration de Microsoft Office, on va pouvoir venir directement éditer un document Office. Donc un document Office, dans l'exemple ici, il est présent en tant que document attaché, document joint. Sur ce document joint, donc dans il accède via les propriétés sur le produit physique, on va pouvoir directement, vous voyez, accéder au bouton de modification. On peut aussi le télécharger, mais l'intérêt, c'est de ne pas être obligé d'aller le télécharger, l'ouvrir, on y accède directement ici. Il faut forcément avoir l'outil Microsoft Intégration d'installer. La possibilité en fait de visualiser les relations d'un produit dans une seule et même interface. Donc ça, c'est cette nouveauté en fait avait été rajoutée dans la version précédente. Donc dans l'affichage, on est capable non seulement de voir dans la structure du produit, mais la structure pour chaque produit de ses éléments, de ses relations. Là en fait, on a rajouté la possibilité de télécharger directement ici la relation. Donc, si on a un document, si on a une image, on n'est pas obligé de repasser par le filtre des propriétés. La fonction de remplacer par la révision qui est maintenant disponible pour les mises en plan directement dans la structure. Donc, on peut réassocier la dernière révision ou une révision donnée en fait sans repasser par les outils. Une petite rapide excursion du côté des outils de connexion de la plateforme
par exemple des outils tels que les ERP. Donc, il existe 2 rôles pour faire ça, c'est les PFI et XH. Donc, sur la partie PFI, c'est l'outil qui va nous permettre de capter les événements. Les événements, par exemple, réussir à capter le moment où un élément passe en état de validation. Donc là, ce qui a été rajouté dans cette interface-là, c'est la structure à gauche, en fait, où on a organisé l'ensemble des actions par type. Ce qui permet, en fait, aujourd'hui d'aller les retrouver beaucoup plus facilement. Toutes les actions liées au change, toutes les actions liées à différents outils, on va les retrouver. Après, on reste dans le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va activer nous-mêmes sur quel event on veut récupérer, sur quelle action on veut récupérer l'événement. Pour continuer, on en parle peu souvent dans ces webinaires que l'on fait, mais il y a le rôle Lean Team Player qui évolue lui aussi continuellement. On a ici rajouté en fait différentes nouveautés. La possibilité, notamment lorsqu'on va intégrer dans une page un PDF, de gérer en fait les PDF multipages. Donc, sans avoir à aller ouvrir le PDF. Avant, il fallait ouvrir le PDF. Là, maintenant, en fait, directement entre des lignes, on va pouvoir dérouler le PDF et surtout annoter chaque page. La possibilité ici de rajouter et prendre en charge les groupes d'utilisateurs. Jusqu'ici, en fait, quand on ajoutait des membres à la réunion, on les ajoutait manuellement, membre par membre. Et là, en fait, on va pouvoir utiliser tout simplement les groupes d'utilisateurs qu'il y a dans l'application User Group. Donc, bénéficier du paramétrage de la plateforme pour l'utilisation. Et puis, on a aussi enrichi beaucoup, en fait, toute la bibliothèque des outils d'annotation notamment par les autocollants, c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui. Donc, il y a eu un gros travail de fait à ce niveau-là. Voilà, donc là, on a parcouru l'ensemble des nouveautés. On a essayé de tenir dans le timing, on n'est pas trop mal les 31. On fait un petit focus rapide avant de terminer sur les différentes offres. Sachez que l'offre startup existe toujours, est toujours disponible, avec la première année en fait sans coût pour la startup, la deuxième année avec une remise conséquente et la troisième année une remise un peu moins importante. Donc ça permet à toutes les startups de démarrer facilement avec les outils SolidWorks et plateforme, et donc de les embarquer dès le démarrage. Toujours notre offre SolidWorks Éducation aussi. Donc l'offre SolidWorks Éducation, c'est des packages spécifiques pour les établissements scolaires avec un niveau de remise conséquent. À partir du moment où un établissement scolaire a accès en fait à cette offre-là, les étudiants ont tous accès à une licence gratuite. Ça, souvent, cette offre-là est peu connue, mais les étudiants, souvent sur les salons, viennent nous voir et ils ne sont pas au courant en fait qu'ils ont accès à cette licence-là, donc ça ne faut pas hésiter à le redire. Ça leur donne également accès à toute la partie certification. Donc ça, c'est aussi une certification plutôt qualifiante, donc c'est toujours important pour eux d'avoir accès à ça et gratuitement. Et enfin, toute la partie aussi, les ressources d'apprentissage, MySolidWorks et ainsi de suite. Tout ce qu'on vient de voir ici, là, tout le webinaire est enregistré et va être diffusé en fait sur notre chaîne YouTube SolidWorks France. Donc on est bien sur la chaîne YouTube SolidWorks France dans la partie vidéo. Vous retrouvez déjà les anciennes vidéos que l'on a réalisées. On a aussi différentes vidéos de témoignages clients et de trucs et astuces et ainsi de suite. Si vous voulez revoir ce webinaire, c'est ici que vous pourrez le retrouver. Voilà pour aujourd'hui. Juste vous annoncer le prochain webinaire pour le What's New de la FD3. Il aura lieu le 21 juillet, donc toujours pareil, un vendredi après-midi à la même heure, donc de 15h30 à 16h30. Voilà, je ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence et puis à vous dire à la prochaine. Merci et bon week-end. Bon week-end à vous.